Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Nous sommes ici, nous parlons de géopolitique, nous faisons des analyses et des décryptages géopolitiques, géostratégiques et surtout des relations internationales en s'appuyant sur l'actualité pour aider nos chers abonnés à mieux comprendre. Donc nous souhaitons un très bon confort d'écoute à tous nos abonnés. De quoi est-ce que nous parlons aujourd'hui? Nous allons continuer dans notre série sur l'analyse de la CAN et le décryptage géopolitique. Oui, les implications géopolitiques et géostratégiques de l'organisation d'un tel événement sur le continent africain, tant pour le pays organisateur que pour les pays participants, c'est important, et le rayonnement que cela a au-delà du continent africain. Donc, si c'est la pour la première fois que vous nous voyez, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné, et cliquez sur la cloche de notification pour voir les précédentes vidéos ou les prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, partagez cette vidéo, je vous en prie, et préparez-nous un commentaire. Ou des questions sur des aspects que nous n'aurons pas bien approfondis. Nous sommes prêts à revenir sur des vidéos pour cela. Je donne toute la priorité à mes abonnés de nous poser des questions, de m'insulter et de dire ce qu'ils pensent des analyses que nous faisons. Mais nous savons que nous sommes les seuls qui faisons des analyses spécifiques sur la géopolitique. Tout le monde parle de la géopolitique, mais ils n'ont pas assez de carburant pour tenir sur le long terme. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler du bilan de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Et si vous avez fait ce que nous avons dit précédemment, c'est-à-dire vous abonner, cliquez sur la cloche de notification et surtout nous préparer un commentaire, nous entrons dans le vif du sujet. Bienvenue et installez-vous confortablement. Dans la précédente vidéo, nous avons dit bravo à la Côte d'Ivoire qui était le pays organisateur. Et cela impliquait que la Côte d'Ivoire mette en place des infrastructures sportives pour accueillir les participants, qu'ils mettent en place des infrastructures hôtelières pour également accueillir les touristes et les spectateurs des différentes nationalités pour soutenir leurs équipes. La Côte d'Ivoire a répondu présent à ces rendez-vous avec une haute dignité. Une coupe d'Afrique des nations de l'hospitalité, comme on dit bien pour la Côte d'Ivoire. Le mot hospitalité sonne très bien, mais la Côte d'Ivoire a répondu effectivement présent et nous leur disons bravo. Des infrastructures à la hauteur mondiale, des infrastructures en qualité et en quantité. Et nous leur disons bravo pour cela. Le président de la CAF même dit qu'on était prêt à demander que la Côte d'Ivoire organise la Coupe du Monde la prochaine fois, après l'Afrique du Sud. Donc nous leur disons bravo pour cela. Mais il y a des questions qu'on doit se poser, évidemment. C'est à quoi va servir toutes ces infrastructures qu'on a mis en place. C'est à quoi va servir toutes ces infrastructures. Quand on lance un coup d'œil sur les autres pays qui ont organisé la Coupe d'Afrique des Nations, notamment en Afrique centrale, la Guinée équatoriale et notamment le Cameroun, avec toutes les dépenses qu'on a faites et les infrastructures qu'on a mis en place, on se rend compte que ces infrastructures, 5 ans après, ou peut-être 2 ans ou 3 ans après pour le cas du Cameroun, sont déjà entrés dans un état de délabrement avancé, au point qu'on parle déjà, pour le cas du Cameroun, de son grand stade, alors qu'on parlait déjà de la rénovation du grand stade au Cameroun, alors qu'il n'était même pas alors qu'il n'est même pas déjà achevé. Il n'a pas été livré, achevé, mais on parle déjà de sa rénovation, parce qu'il n'est pas entretenu, il n'est pas utilisé à la hauteur de ce que devait être un stade de ce nom. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, est-ce que les Ivoiriens sauront surpasser ce que les autres ont fait pour entretenir ces infrastructures à la hauteur des investissements qu'ils ont fait? Nous en doutons peu, nous en doutons. Et pourquoi? Parce que pour comprendre cela, il faut revoir les enjeux géopolitiques. Organiser une CAN comme cela, c'est pour son rayonnement géopolitique. Ça n'entre pas dans une politique sportive bien préparée. Sinon, on pouvait peut-être reverser tous les primes qu'on a donnés aux joueurs, aux encadreurs et aux participants. On pouvait lancer une politique de régénération dans les écoles ou dans les universités pour lancer le sport dans toutes ces étapes-là. Mais ce n'est pas le cas. On préfère gratifier les joueurs, les supporters, gratifier les administrateurs et les encadreurs des grands cadeaux, des millions et des millions de francs CFA pour les motiver. Mais que vont devenir donc les infrastructures sportives qu'on a mis en place? C'est la grande interrogation. Et quand on regarde les infrastructures qu'on met dans les pays pour organiser la CAN, on s'interroge. Pourquoi est-ce que c'est toujours les pays francophones qui veulent organiser la CAN ou qui organisent toujours la CAN? Après la Guinée équatoriale, qui est un pays hispanophone, mais qui est
un pays très francophonisé, après le Cameroun, après maintenant la Côte d'Ivoire, c'est autour du Maroc d'organiser. Pourquoi les pays francophones s'empressent d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations? Donc pour comprendre, pour répondre à cette question, il faut se retourner sur le plan géopolitique et c'est ce que nous faisons ici. C'est parce qu'ils veulent développer leur aura sur le plan international. Ils veulent attirer des touristes, comme le fait la politique française. Ils veulent attirer des touristes. Ils veulent rayonner sur le plan international. Vous ne verrez pas les pays anglophones se bousculer pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Pourtant, ils ont largement les moyens. Ils ont largement la puissance financière pour organiser la CAN. Mais ils ne s'intéressent pas tellement. Ils laissent toujours les autres, les pays francophones notamment, qui veulent prouver qu'ils peuvent ou qui veulent aller au-delà de leurs moyens, organiser la CAN. Si ces informations sont insuffisantes, si vous avez des questions ou des réponses à ces questions, pourquoi est-ce que la CAN est toujours, la Coupe d'Afrique des Nations est toujours organisée par les pays francophones, laissez-nous un commentaire. Je serai toujours prêt à revenir, mais la question est, il est très important qu'on se pose cette question et c'est les pays les plus pauvres comparativement aux pays anglophones. Donc, sur ce, aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur le cas du déroulement de la compétition. La compétition a vu la participation de plusieurs pays. Les pays anglophones, toujours, les pays francophones, les pays hispanophones, la Guinée équatoriale, et qui a infligé une défaite de 4-0 au celui qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire. Nous disons bravo. Nous disons bravo à la Guinée équatoriale, mais nous disons également bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire qui ont pu remporter la compétition chez eux pour essayer de taire les tensions politiques ou peut-être changer l'image. Et nous disons, pour le rayonnement politique intérieur, Alassane Ouattara est maintenant bien placé pour reconquérir un 4e mandat. Oui, rien ne peut l'empêcher de le faire. C'est pour cela qu'on organise une CAN comme cela, pour mobiliser la population et pour passer en force maintenant sur le plan politique. Nous le disons bravo. Bravo aux éléphants qui ont donné l'espoir ou qui ont donné la fierté, un temps soit peu au peuple ivoirien et au peuple africain qui les soutient, notamment à la belle famille. Mais quand on regarde comment la Côte d'Ivoire a évolué, la fête n'a pas été à son comble, à son sommet lors de la finale, parce qu'on a été déjà, son parcours a été déjà été corné lors du passage du premier tour. Le passage du premier tour a été vraiment un vrai succès. Et lorsque le Maroc a battu la Zambie et qu'on a admis que la Côte d'Ivoire devait être meilleure 3e, la fête était à son comble. C'est où les Ivoiriens ont vraiment fêté. Ils ont dit même s'ils rentraient déjà à ce niveau, après le prochain match contre le Sénégal, ils avaient déjà au moins sauvé la face. En étant pays organisateur, rentrer au premier tour devait être une grande honte. Mais ils sont allés au-delà. Mais quand on voit donc le parcours des Ivoiriens, il y a des questions qu'on se pose. On leur dit bravo, ça n'enlève rien à leur victoire et à leur succès. On leur dit bravo. Mais le match contre le Sénégal a laissé beaucoup, a fait couler beaucoup d'encre jusqu'à présent. La raison en est, c'est que l'arbitrage a été très contesté. Et l'arbitre gabonais a été même suspendu pour n'avoir pas donné un carton rouge à Sadio Mané pour son tacle malheureux et pour n'avoir pas accordé un penalty au Sénégalais. Donc, normalement, si le match était bien arbitré, la Côte d'Ivoire ne passait pas. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des choses qu'on peut redire là, mais cela n'enlève rien. Si le Sénégal était assez bien préparé, assez bien plus fort, ils auraient battu la Côte d'Ivoire sur le terrain et ils n'auraient pas attendu les tirs au but. Face au Mali, c'était encore la même chose. L'arbitrage était encore contestable face aux pays organisateurs. Il n'y a que le Cameroun qui sait comment battre les pays organisateurs sur le terrain pendant les 90 minutes. La meilleure façon de battre le pays organisateur n'est pas pousser jusque vers les prolongations et pourquoi pas les pénaltys. Il faut donc éviter cela. Donc voilà les deux matchs qui peuvent écorner la victoire de la Côte d'Ivoire. Et après cela, quand ils ont rencontré la République démocratique du Congo, le match s'est bien joué. Et le capitaine de l'arbitre de la République démocratique du Congo, à qui nous disons bravo, Bemba, nous le disons bravo, parce qu'il a bien parlé, il a dit que le match s'est bien joué et qu'il n'y a pas eu de tricherie. Oui, cela voudrait dire qu'il s'était déjà préparé parce que dans les précédents matchs de la Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de tricheries, notamment le cas du Mali et le cas du Sénégal. Donc nous disons bravo, nous allons revenir sur le cas de l'équipe de la République démocratique du Congo parce que là, c'est le réveil du léopard. Oui, la République démocratique du Congo, c'est le réveil du léopard et des chansons sont déjà mises en place pour cela. Donc, après la République démocratique du Congo, quand les Ivoiriens ont eu à rencontrer le Nigeria,
nous leur disons également bravo parce qu'ils ont pu battre le Nigeria. Mais qu'est-ce qui explique ce succès face au Nigeria? Il faut retrouver, il faut expliquer cela sur la base du fait que le Nigeria manque quelque chose sur le plan international qui leur fait toujours défaut. Et donc, ils ne veulent jamais s'appesantir pour poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il manque beaucoup de finales. 4 finales, 2 finales sur 4, le Nigeria est toujours en finale. Ils ont des très bons joueurs, des individualités, mais ils ne constituent pas une équipe, mais ils ont quelque chose qui leur manque. Donc nous allons revenir également sur le parcours de l'équipe du Nigeria pour essayer de mettre en exergue ce qui fait défaut à l'équipe du Nigeria et que les pays francophones en ont. Donc, le succès de la Côte d'Ivoire, à qui nous disons bravo, a posé beaucoup d'interrogations, mais nous savons que la belle famille, est-ce que la belle famille n'aurait pas apporté du secours à la Côte d'Ivoire? Parce que quand on voit la façon dont la Côte d'Ivoire marque ses buts à la camerounaise, on se dit que quelque chose se serait passé sous le casier. Donc, si vous pensez comme moi, quelque chose s'est passé entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun sous le casier, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Parce que quand on voit cette façon de marquer les buts, à la dernière minute, les cafouillages dans lesquels on marque les buts et la résurrection de la Côte d'Ivoire, il y a des questions quand même à se poser, mais nous leur disons quand même bravo. S'ils peuvent copier le bon exemple et changer des manières de faire avec le Cameroun, ça ne manquera pas toujours. La belle famille sera au secours de sa famille pour l'aider à hausser son rayonnement. Donc nous disons bravo à la Côte d'Ivoire, non seulement sur le plan des infrastructures, mais également sur la qualité de l'hospitalité de sa population et notamment sa victoire. Bravo, la Côte d'Ivoire est ainsi en train d'accomplir, de remporter sa troisième étoile, nous le disons, donc 2 sur ado. Donc voilà, sur les implications géopolitiques vont se sentir sur le plan national déjà, comme nous l'avons dit, également sur le plan international. Donc si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous disons bravo à la Côte d'Ivoire pour l'organisation, pour l'hospitalité qu'elle a pu faire montre et pour les pays qu'elle a pu battre proprement, même s'il y a des pays qu'elle n'a pas gagné proprement, nous leur disons bravo et nous allons revenir dans une autre vidéo pour voir également le rayonnement des autres pays au cours de ce championnat ou de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc nous disons bravo à la Côte d'Ivoire. Nous allons passer en revue les autres espaces géopolitiques sur le continent qui ont participé, notamment les pays lusophones dont nous avons parlé. Ils ont fait montre à qui nous disons bravo, les pays hispanophones, ainsi que les meilleurs joueurs. Donc rendez-vous à la prochaine vidéo pour parler de ces cas, des pays-là et les implications, faire une analyse géopolitique. Merci, mettez-nous des pouces, mettez-nous des commentaires et nous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo sur la 3e partie de l'analyse géopolitique du bilan de la CAN. Merci.